Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique vient de publier un rapport sur les transformations structurelles de la Côte d'Ivoire à l'initiative du ministère du Plan et du Développement. L'étude menée porte sur les politiques en matière d'emploi, de production économique et sociale. Les résultats ont été publiés récemment. L'église Saint-Kizito de Williamsville célèbre son cinquantenaire. Le ministre Paulin-Claude Danho, au nom du président de la République, a pris part aux festivités ce dimanche. La messe d'action des grâces du Jubilé d'or a été dite par l'archevêque d'Abidjan, Jean-Pierre Cardinal Coutois. Il exhorte les fidèles à être des artisans de paix. Nous aurons un dossier dans ce 20h consacré aux femmes agricultrices de la région et de la Maraoué. Ces femmes dévouées au travail s'illustrent par leur bonne organisation. On les retrouve dans le cacao, le vivrier, l'élevage. C'est la diversification est aujourd'hui une réalité pour ces femmes. Elles relèvent le défi de la transformation et sont citées en exemple. Au moins 45 personnes ont été tuées et des dizaines blessées ce dimanche dans un crash d'avion militaire aux Philippines. L'appareil s'est écrasé et a pris feu après avoir manqué la piste d'atterrissage dans le sud de l'archipel. 42 militaires et 3 civils ont péri dans ce crash. Soyez les bienvenus sur RTI1. L'église Saint-Kizito de Williamsville a 50 ans d'existence. Les fidèles chrétiens ont célébré ce cinquantenaire aujourd'hui, jour de culte. Le ministre Paulin-Claude Danho, au nom du président de la République, a pris part aux festivités marquées, entre autres, par une messe d'action des grâces du Jubilé d'or. La messe a été dite par l'archevêque d'Abidjan, Jean-Pierre Cardinal Coutois. Il exhorte tous les fidèles à être des artisans de paix, de réconciliation, nous rapporte Walter Amadou Ouattara. Il y a eu fête ce dimanche à l'église Saint-Kizito de Williamsville dans la commune d'Adjamé. Cette maison de Dieu célèbre son cinquantenaire. Les fidèles chrétiens de la dite paroisse ont marqué un arrêt pour faire le bilan et commémorer ce jubilé d'or. Au cours de la messe d'action de grâce, l'archevêque d'Abidjan, Jean-Pierre Cardinal Coutois, a, dans son homélie, exhorté les chrétiens à la cohésion sociale pour une Côte d'Ivoire unie et paisible, garantie d'un développement harmonieux et profitable à tous. Puisque vous êtes une paroisse cinquantenaire, la Côte d'Ivoire a besoin de vous. La Côte d'Ivoire a besoin de vous. Notre pays a besoin de vous. Réveillez-vous. Et elle vous confie cette mission, la mission de réconciliation. Le train de la réconciliation est sur les rails. Mais il ne faut pas que ce train reste sur les rails seulement. Il faut que ce train aille jusqu'à la gare de la paix. Attaché aux valeurs spirituelles et proche de toutes les communautés, le président de la République Alassane Ouattara, qui ne manque pas d'accompagner les actions religieuses en faveur de la consolidation de la cohésion nationale, s'est fait représenter par le ministre Paulin-Claude Danho. Ce jubilé d'or nous donne l'occasion de rendre un vibrant hommage à tous ces dévotions. Et nous sommes là en tant que membres du gouvernement, de marquer la proximité du président de la République. Partout où les communautés se rassemblent, bâtir des chemins de paix. Fondée en 1971 par les pères membres de la Société des missions africaines sous la houlette du révérend père Bernard Gouel, la paroisse Saint-Kizito de Williamsville a assuré la formation spirituelle et sociale de plusieurs générations de la commune d'Adjamé, cité cosmopolite. La paix est une quête permanente. Chrétiens et musulmans est pris ensemble pour la consolidation de la paix dans notre pays. 100 jours de prière islamo-chrétienne initiée par la Fédération internationale pour la paix, la presse et le développement durable en Afrique rencontre l'adhésion de tous. La première édition vient d'être lancée. Patricia Mouetia. Cette rencontre s'est déroulée en présence de plusieurs autorités musulmanes ainsi que des leaders d'associations et d'organisations non gouvernementales et des journalistes. Aimé Narcisse Boli, président de la Fondation internationale pour la paix, la presse et le développement durable en Afrique et initiateur du dit programme, veut ainsi contribuer efficacement au renforcement de la paix nationale et de la cohésion sociale.
Selon lui, il faut une cohabitation pacifique entre toutes les idéologies sans aucune discrimination. Pour le recteur de la Grande Mosquée du Plateau, cette plateforme est une opportunité pour les acteurs sociopolitiques ivoiriens d'aller à la réconciliation. Ces dernières années, depuis le rappel à Dieu du premier président de la République, les choses se sont compliquées, des incompréhensions sont venues, c'est normal. Et nous pensons et nous avons l'espoir que grâce à ces différentes initiatives, la paix viendra définitivement en Côte d'Ivoire. Pour Pascal Afing-Guessan, invité de cette édition, les leaders politiques, les cadres et les élus sont invités à prendre part à cette caravane de paix et de réconciliation. Nous devons prendre conscience de la nécessité de la tolérance, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit sociale, qu'elle soit politique, de la nécessité de la fraternité pour pouvoir dépasser les meurtrissures du passé, les frustrations, pour pouvoir nous réconcilier afin, ensemble, de bâtir une grande nation, la nation ivoirienne. Ces 100 jours de prière islamo-chrétienne qui se déroulent sur toute l'étendue du territoire national ont débuté le 13 avril 2021 et s'achèveront le mercredi 21 juillet 2021. Et dans cette atmosphère paisible renforcée par les prières, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique publie un rapport sur les transformations structurelles de la Côte d'Ivoire. Et c'est une initiative du ministère du Plan et du Développement. L'étude menée porte sur les politiques en matière d'emploi, de production économique et sociale. Les résultats ont été publiés récemment, nous dit Franck Quadio. La transformation structurelle de l'économie ivoirienne au centre des réflexions. Comment réadapter les activités économiques des secteurs à productivité faible vers des secteurs à valeur ajoutée? C'est le sens de cette rencontre. Il s'agit de présenter le rapport de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique CEA sur la transformation structurelle de la Côte d'Ivoire, portant sur l'emploi, la production, l'économie et le social, entre autres. On l'a vu dans le rapport, la Côte d'Ivoire a fait des bonds en avant en termes d'investissement, en termes de transformation structurelle. Mais c'est un peu lent, parce que la transformation structurelle en tant que telle, c'est un processus lent, c'est un processus itératif qui demande énormément, qui demande la création de valeur ajoutée, qui demande l'intégration d'autres chaînons de production, qui demande le renforcement du capital humain, qui demande l'adoption de la technologie assez élevée. Donc voilà grosso modo ce pourquoi nous sommes là en tant que CEA. Ce rapport appelé STEPS Côte d'Ivoire est donc décortiqué. La méthode utilisée, les résultats et leur interprétation. Placé sous la supervision du ministère du Plan et du Développement, il est jugé d'un apport important par le directeur de cabinet représentant la ministre, Kabaniale. Et cela appelle à des réformes importantes pour pouvoir y arriver, notamment dans les secteurs de l'éducation, dans les secteurs de la santé, mais surtout ce qu'on peut relever au niveau de la production, c'est surtout de mettre le système de production à un niveau qui nous permet de générer beaucoup plus de la valeur à travers la transformation des matières premières. Et cela également peut nous permettre d'intégrer les chaînes de valeur mondiales et également créer des emplois décents et renforcer la croissance inclusive. Donc le rapport, on pourrait dire, arrive relativement à point nommé. Parvenir à un développement équitable et durable grâce à une transformation structurelle harmonieuse pour les États des pays africains, c'est l'ambition de la CEA. Et pour le cas de la Côte d'Ivoire, le rapport aurait dû être disponible depuis 2019. Coronavirus oblige, il a été présenté 2 années plus tard. Et on prône le dialogue dans notre très beau pays. L'échange entre le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle avec le directoire de la fêtière syndicale Cordi Santé SICAMSI a porté ses fruits. Les syndicats ont suspendu leur mot d'ordre de grève. Ils ont signé un protocole avec le ministère. Le travail va donc reprendre demain et ils l'ont annoncé lors de l'Assemblée générale tenue aujourd'hui. Franck Quadio pour le reportage. C'est une pause que se proposent d'observer les syndicats Cordi Santé et SICAMSI dans le respect du protocole d'accord signé vendredi dernier entre ces 2 syndicats du secteur de la santé et le ministère de tutelle. Leur grève décrétée depuis le 14 juin dernier est suspendue.
sur la signature d'un projet de décret d'application de la loi portant réforme hospitalière. Le comité interministériel a validé les 4 projets de décret relatifs aux établissements publics hospitaliers. Le comité interministériel a validé les 3 projets de décret relatifs au personnel de santé, à savoir le décret sur la prime d'incitation trimestrielle, le décret sur la prime de garde et d'astreinte, le décret sur l'indemnité des risques sanitaires revalorisée en indemnité de suggestion sanitaire. Sur la base des perspectives heureuses de tous les points de revendication, le ministre plaide un programme de 6 mois en vue de travailler sur la qualité des ressources humaines et la performance des hôpitaux. En contrepartie de la satisfaction de certains points de revendication et de la garantie du plaidoyer pour la signature des décrets, le directoire de la fêtière syndicale Corps de santé CCAMSI décide 1. De suspendre le mot d'ordre de grève. 2. De conduire un plan de sensibilisation du personnel de santé sur la mise en œuvre de la réforme hospitalière en vue de l'amélioration du système sanitaire. Le directoire de Cordi Santé et CCAMSI invite ses syndiqués à rester mobilisés tout en reprenant le travail dès ce lundi, en attendant l'application du décret objet de grève, application qui va exiger des personnels de la santé un changement de comportement. Voilà, un reportage signé Eugène Atoubé. On reste également mobilisé au plan sanitaire contre la pandémie de Covid-19 qui sévit dans le monde. Voyons les chiffres du jour dans notre pays. Attention, le coronavirus continue de menacer notre santé. Ce dimanche 4 juillet, on dénombre en Côte d'Ivoire 51 cas positifs sur 2584 échantillons prélevés, soit 2% de cas positifs, 19 nouvelles guérisons et 0 décès, 313 cas actifs, 797 907 personnes se sont faites vacciner. À ce jour, faisons-nous tous vacciner et préservons notre santé et celle des autres. Et l'appel à la vigilance est réitéré en cette saison pluvieuse. On déplore malheureusement des morts à Abidjan et à l'intérieur du pays. Vous vous souvenez, à San Pedro, 2 adolescents ont péri sous les eaux. Et ici à Abidjan, 2 autres personnes ont perdu la vie dans la commune d'Atekoubé, précisément à Mosikro, dans un éboulement suite aux pluies diluviennes. Les autorités invitent donc les populations à quitter immédiatement les zones à risque afin de sauver leur vie. On reste également vigilant concernant les violences basées sur le genre. Notez que plus de 5000 cas de violences basées sur le genre, dont 822 cas de viol avec 631 cas commis sur mineurs et 2219 cas de violences conjugales ont été enregistrés selon un rapport. Et bien, vu donc ce bilan très triste, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a initié un partenariat avec le système des Nations Unies et des ONG à Cocody. Des réflexions sur les actions de lutte contre les violences basées sur le genre dans notre pays sont organisées. On en sait plus avec notre reporter Jean Magagui et Guéné Babini. 40 organisations autour d'une table ronde pour lutter contre les violences basées sur le genre, VBG. Leur leitmotiv, travailler en synergie pour mettre en œuvre la prévention contre les VBG. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant entend assurer son leadership pour promouvoir la tolérance zéro aux violences basées sur le genre, y compris les mariages précoces et les mutilations génitales féminines en Côte d'Ivoire. Depuis l'avènement de la pandémie à Covid-19, nous sommes confrontés à une recrudescence des cas de violences basées sur le genre. Ce phénomène n'épargne aucune couche sociale, les femmes et les enfants étant les plus touchés. À l'occasion de cette rencontre, les acteurs de la lutte font le bilan des activités menées. Sensibiliser les populations sur ce phénomène reste la priorité des participants. Nous sommes dans un processus et beaucoup de choses ont été faites, mais il faut dire qu'il y a le défi qu'il faut relever. Il faut parfaire ce qui a été fait par la police et améliorer les conditions de travail dans la prise en charge des personnes survivantes de VBG. En cette période de pandémie due à la Covid-19, l'on a enregistré en 2020
150 agressions sexuelles et 93 mariages forcés. Un taux qui reste élevé selon le système de gestion de l'information sur les violences basées sur le genre. Disons donc non au VBG, violences basées sur le genre dans notre pays. Au magazine de ce dimanche, Herman Guivet a reçu M. Siriki Sangaré, président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire. Ils ont évoqué la contribution des promoteurs et constructeurs agréés dans la politique nationale d'accès au logement. Je vous propose de suivre un extrait de leurs échanges pour nous faire une idée. Nous avons été approchés pour pouvoir accompagner l'État dans la mise en place de ce programme et de la réalisation de ce programme. L'État de 60 à 80 a fait ce que nous sommes en train de faire à travers la CECOJ, la SOGEFIA, près de 100 000 logements. Donc les bailleurs de fonds, à un moment donné, avec les ajustements structurels, ont dit à l'État de se désengager. Donc aujourd'hui, on connaît notre rôle. Notre rôle aujourd'hui, c'est de pouvoir inverser la tendance. Pour qu'on parle vraiment de logement social, il faut que nous puissions, nous, mettre en place un mécanisme de sorte que toute la frange de population dans le secteur informel, avec l'appui de l'État bien évidemment, dans la mise en place des fonds de garantie, que nous puissions créer un patrimoine, et ce patrimoine dans le locatif, la pleine propriété, et puis permettre aussi à tous ceux qui nous entourent de pouvoir contribuer activement, notamment les banques, notamment l'État qui mettra en place des fonciers sécurisés, et puis l'aide à la fiscalité. Il y a 600 000 logements à sortir. Si nous pouvons faire venir tous ceux qui peuvent nous aider, je pense que ce sera une très bonne chose. La direction des cantines scolaires à Yopougon était en fait les 50 meilleurs groupements agricoles mobilisés autour des cantines scolaires ont été primés. C'est la 2e édition. La direction encourage et félicite toutes ces associations agricoles qui produisent divers aliments entrant dans le cadre de l'alimentation des élèves. Une cérémonie de récompense présidée, vous allez le voir, par la ministre Maria Toukone. Reportage signé pour vous, Didier Nguisson. Le groupement agricole UFKG des Ganaoni, un village dans le département de Boundiali, est le meilleur des 50 premiers groupements mobilisés autour des cantines scolaires en cette année scolaire qui s'achève. Il a servi un repas chaud aux élèves de l'EPP Ganaoni pendant 138 jours, soit 120 jours en plus des 18 prévus par l'État. D'ailleurs, ce groupement a encore des réserves pour amorcer la prochaine année scolaire. Une contribution très active à la pérennisation des cantines scolaires pour une alimentation saine et régulière afin de maintenir les tout-petits à l'école. Ces groupements ont été choisis suivant les critères se rapportant aux quantités de vivres apportées aux écoles à cantine, au nombre de jours servis dans ces cantines et au nombre de jours de fonctionnement induit. 4 décortiqueuses, 4 broyeuses multifonctions, 22 tricycles, 20 broyeuses mobiles et 20 kits de petits matériels de transformation agricole ont été remis à ces 50 groupements primés. Le taux d'une valeur de 105 millions de francs CFA. Je suis très contente, très heureuse. Je dédie ce prix à toute la population de la Bagou. À partir de cette cérémonie, nous devions faire plus que ce que nous faisions avant. L'État et les partenaires internationaux sont favorables à cette initiative communautaire. Le CERFAM est vraiment déterminé à travailler main dans la main avec tous les partenaires afin de faire la promotion et la mise en œuvre de bonnes pratiques et de solutions durables en matière de lutte contre la faim à tous les niveaux. Les décortiqueuses, les broyeuses multifonctions, les broyeuses mobiles, les mototricycles et les kits de petits matériels dont bénéficient aujourd'hui les acteurs du monde agricole vont à coup sûr renforcer leur capacité à produire et donc à accroître l'offre de denrées alimentaires au profit des cantines scolaires. En Côte d'Ivoire, ce sont plus d'1 million d'élèves au primaire qui reçoivent un repas chaud et équilibré les midis grâce à 5600 cantines. Cette distinction vise à sensibiliser la communauté nationale et internationale sur l'importance de l'alimentation scolaire et sa valeur au plan social et économique. Voilà, la santé passe bien sûr par la bonne alimentation. On en arrive à notre dossier de 20 heures consacré aux femmes agricultrices de la région de la Marawi. Ces femmes dévouées au travail s'illustrent par leur bonne organisation. De la Marawi, il faudra désormais compter avec elles. On les retrouve
dans le cacao, le vivrier, l'élevage. Et bien, pour un meilleur rendement, elles se sont regroupées en coopératives. Et si la diversification est aujourd'hui une réalité pour ces femmes productrices dans la Marawe, elles relèvent le défi de la transformation et l'expérience est très bien menée par une coopérative, nous explique Eugène Atoubé dans ce dossier. Voici un campement comme on en trouve nombreux dans la région de Boiflé, zone de forte production de cacao. Au-delà des limites de ce campement, de vastes plantations cultivées avec abnégation et dans le respect de la durabilité de la cacaoculture. Comme ici, cette plantation de 10 hectares, propriété de Dame Ngoran. Pour cette femme battante, le travail de la terre est une passion. Elle m'a confié le champ, c'est moi qui travaille dedans. S'il y a un problème, elle m'appelle, on s'assoit, on discute et puis on tombe d'accord. Elle m'aide. En tout cas, nous sommes ensemble. Je crée les plantations pour pouvoir sortir de la pauvreté et me prendre en charge. La terre nourrit son homme. J'encourage mes sœurs. C'est une des rares femmes à s'illustrer dans l'agriculture. Aujourd'hui, présidente nationale des femmes productrices de café cacao, Dame Ngoran est lauréate du prix national d'excellence 2019 de la valorisation des compétences féminines. Ce matin, à la salle de réunion de la préfecture de Boiflé, des compétences féminines issues de 120 associations de femmes du milieu rural exerçant dans divers domaines agricoles se sont réunies. Une rencontre à l'initiative de la Covima, coopérative des femmes pour la production, la transformation et la commercialisation du vivrier de la Marawe. Au cours des échanges, lors de cette réunion, les femmes ont été claires. Elles veulent plus de moyens, un meilleur encadrement et bénéficier d'un environnement de travail propice à leur autonomisation et leur bien-être. On n'a pas de matériel pour faire le champ même. On n'a pas de bottes, machettes, rien. On a fait 1,5 hectares. Nous voulons agrandir. Mais avec quels moyens? Donc on a besoin de financement, de matériel pour pouvoir faire notre champ. Aujourd'hui, pour que vous soyez forts, pour discuter, pour obtenir un prix rémunérateur, il faut que vous fassiez bloc à travers les coopératives. Le regroupement en coopérative, la Fédération nationale des femmes productrices de cacao en fait son cheval de bataille, avec pour slogan « Seul on est fort, mais ensemble on devient plus fort ». Les femmes agricultrices y ont adhéré massivement. Et chose frappante, des hommes ont accepté d'intégrer ces coopératives de femmes. À la Covima aujourd'hui, le ratio genre est de 90% de femmes et 10% d'hommes, tous mus par cette volonté de développer les activités agricoles, le cacao, mais également le vivrier et l'élevage. Des coopératives sœurs venues d'autres régions y sont accueillies pour des formations, partage d'expériences et réalités de terrain. On vient d'apprendre beaucoup de choses parce que Covima fait l'élevage de poulets, de porcs. Donc, ça nous donne aussi l'envie. On va essayer de faire la même chose que Covima. Ça a été une très belle expérience pour nous. Aujourd'hui, on a compris qu'à partir du peu, on peut aller jusqu'au loin. On a compris aussi quand la détermination est là, quand il y a quelqu'un qui a une vision et que les gens le suivent dans cette vision, main dans la main, on va juste loin. Une rencontre à la fois inspirante et enrichissante pour ces agricultrices et agriculteurs qui ont été émerveillés par l'organisation de la Covima. Cette entreprise coopérative avec conseil d'administration, dont le bilan 2020 est jugé positif, envisage pour 2021 la collecte et la vente de 1000 tonnes de fèves de cacao, 20 tonnes de café, 500 tonnes d'anacarde et autant de tonnes pour le maïs, ainsi que 50 tonnes de produits maraîchers. La coopérative joue la carte de la diversification et aujourd'hui engage le pari de la transformation. Le cacao et l'anacarde produits par ses 3000 membres sont transformés puis vendus sur le marché local. Nos exportateurs ont envoyé des gens du Pays-Bas pour venir former les enfants des producteurs et 25 jeunes pour faire le chocolat. Vous avez une plaquette de chocolat, le Marachoco, donc le chocolat de chez vous.
C'est elle qui nous a convaincus de l'accompagner dans cette aventure. Après 4 ans à acheter du cacao, à le vendre aux autres, à le vendre sous forme de fèves de cacao, elle a compris qu'il était temps que les coopératives passent à l'étape suivante, c'est-à-dire leur autonomie, l'industrialisation. Pour l'heure, c'est dans une petite fabrique à Boisflé que les partenaires de la Covima ne nous ont pas autorisés à visiter pour cause de travaux du style qu'est fabriqué le Marachoco, le chocolat made in région de la Maraoué. Cette fabrique, à terme, fera place, à les en croire, à une usine plus grande qui va assurer la transformation du cacao issu des coopératives des femmes de la Maraoué pour une production beaucoup plus importante. J'entendais un des planteurs tout dire, voilà, on n'a pas payé notre cacao, on n'a pas... Oui, ça fait partie de l'ancienne aventure. Si cette usine de chocolat est construite, elle n'aura plus besoin d'envoyer ton cacao à Abidjan. Elle va fabriquer son chocolat à Boisflé et elle va le vendre à la population ivoirienne. La diversification des produits de l'agriculture et leur transformation pour mieux vendre et tirer un bien meilleur revenu des plantations. C'est cette vision à laquelle la Dame Ngouran invite tous les agriculteurs à adhérer pour sortir de la précarité. Voilà, c'était le dossier réalisé par Eugène Atoubé. Mais nos braves productrices et nos braves paysans doivent aussi faire attention à l'utilisation des fertilisants et pesticides chimiques à mal maîtrisés dans l'agriculture. Ils constituent un réel danger pour les consommateurs. Et bien, pour contribuer à la conscientisation du public sur l'importance d'une alimentation saine, durable et la nécessité d'une mobilisation collective pour des solutions alternatives, Inades Formation initie une campagne nationale intitulée Conscience alimentaire. On en sait plus avec notre reporter Soro Corona. La mauvaise utilisation des fertilisants dans la production agricole constitue un danger pour la santé des consommateurs. Nombreux sont les producteurs qui font fi des prescriptions ou les méconnaissent. Les tubercules absorbent les herbicides. Et même quand tu fais la transformation du manioc, tu vas voir que la pâte de manioc devient tout noire. C'est qu'elle a été traitée. Ou bien tout jaune, c'est qu'elle a été traitée. Souvent, nos agriculteurs trichent. Pour une boîte qui peut traiter 1 hectare de produits homologués, certes, mais ils vont vouloir traiter 3 hectares avec. Et puis le traitement n'est pas efficace. À ce moment-là, ils retournent aux produits prohibés. De sorte qu'il n'est pas rare de trouver sur du maraîcher des produits coton. Face à cette situation, aux conséquences désastreuses, des actions sont menées sur le terrain. Inades Formation a initié une campagne nationale intitulée Conscience alimentaire, une caravane ponctuée par des séances de formation sur l'ampleur de l'utilisation des fertilisants et leur effet sur les droits à l'alimentation et à la santé humaine en Côte d'Ivoire. L'utilisation abusive des pesticides chimiques dans l'agriculture qui nuit à l'environnement et qui contamine la nourriture, raison pour laquelle nous avons décidé pendant ces deux années de lancer cette campagne-là. Les participants proposent des solutions agroécologiques plus respectueuses de la santé, de la biodiversité, de l'environnement et plus protectrices du sol. Arrivé, je vais faire de telle sorte que tout ce qu'ils vont proposer comme mesures palliatives, on puisse les prendre en compte et puis améliorer nos productions. La campagne nationale Conscience alimentaire va sillonner plusieurs régions du pays. Je vous propose à présent le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Voyons ce qui a marqué l'actualité internationale cette semaine avec Sidonie Davila. Le match de l'Euro de football entre la France et la Suisse a tenu en haleine les supporters. Les Bleus ont finalement perdu lors de la séance des tirs au but, aux grandes dames des fans. Les forces rebelles de la région du Tigré, dans le nord de l'Éthiopie, ont repris la capitale Mekele, un fait qui a entraîné des manifestations dans les rues forçant les autorités à fuir. Les habitants rapportent des scènes de joie avec des feux d'artifice et des milliers de personnes agitant des drapeaux.
Un nouveau gouvernement est en place au Burkina Faso. Il est composé de 33 ministres, dont 9 femmes. Le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré conserve le portefeuille de la défense nationale pour une réorganisation de tout l'appareil sécuritaire. En Centrafrique, une nouvelle attaque rebelle a fait 7 morts dans la ville d'Alendao, à 300 km à l'est de Bangui, selon le porte-parole des casques bleus de la MINUSCA. Paris avait suspendu sa coopération bilatérale avec le Mali en réaction au deuxième coup d'État. La France a finalement décidé de reprendre ses opérations militaires conjointes avec l'armée malienne. L'annonce a été faite vendredi dernier par le ministère français des Armées. 19 personnes sont portées disparues dans le centre du Japon après que des glissements de terrain provoqués par de fortes pluies ont emporté des maisons samedi. Au moins 17 personnes décédées et 40 blessées ce dimanche dans l'accident d'un avion militaire philippin. Ce C-130 Hercule s'est écrasé après avoir manqué la piste d'atterrissage dans le sud de l'archipel. Au total, ce sont 92 personnes, pour la plupart des militaires qui se trouvaient à bord de cet avion. Voilà, ainsi va le monde. Fin de ce 20h, supervisé par Eugène Atoubé, réalisé par Mariette Alangba. Merci à toute l'équipe technique, surtout à vous de nous avoir suivis. L'actualité revient à 23h avec Abdoulaye Koné. N'oubliez pas, prenez soin de vous.